Nous sommes en direct. Alors, bonjour tout le monde, ici Maps. Vous êtes au 10e épisode de la 2e saison de Qu'est-ce que tu lis? Un balado où on parle de nos lectures tout simplement. Alors, ce soir, si vous me suivez sur Instagram, il y a un petit changement au panel. Vous allez bien voir ça. Il y avait 2 personnes qui devaient être avec nous et pour diverses raisons, n'y seront pas, mais j'ai réussi à attraper quelqu'un sur le fly qui n'était pas prévu. Donc, tout ça en genre 30 minutes. Alors, voici notre panel de ce soir. On a Josée avec nous. Bonsoir. Salut, Maps! Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as un beau 4 jours de congé qui s'en vient pour toi? Oui, je vais guérir une grippe qui en finit plus de finir. Ah ouais, ça c'est Mais je moins suis bien joyeux. contente. J'aime les congés. Je suis bonne en congé en plus. T'es talentueuse à être en congé. Oui. Excellent, c'est une bonne qualité à avoir ça. Ah, aussi. Et on a Cynthia avec nous ce soir. Bonjour! Salut, salut! Est-ce que toi aussi tu as un petit 4 jours de congé à venir? Juste 3, mais c'est déjà pas pire. C'est mieux que rien. On va le prendre. Mieux que rien. T'es-tu talentueuse à être en congé, toi? Ah, très, très. Je dirais que c'est mon principal talent. Ah, le partage. Écoute, on a les talents qu'on peut. On a Sylvain Desmentis avec nous ce soir. Bonsoir. Sylvain, toi, je pense que ce sont tes 4 dernières journées de congé pour un petit moment. C'est ça. Moi, ça fait un petit moment que je suis en congé, puis là, ben, je le serai plus dans quelques jours. Ah. Le retour à la vie rough de travail. Mais tu vas passer tes journées dans les livres, alors tu vis notre rêve à tous. Non? C'est beaucoup moins romantique de travailler en librairie que les gens pensent. Hein? C'est beaucoup de lever des boîtes, se faire engueuler par des clients, placer des livres, retirer des livres. C'est pas du temps à lire des livres puis à jaser avec passion de personnes intéressées. C'est pas de même ça se passe. C'est pas ça. À sentir les livres un après les autres. Écoute, si j'avais le temps de faire ça dans ma journée, je serais content. Bon, ben profite de ces 4 dernières journées avant le retour à la vie de travail. Je te les souhaite bonnes. Merci. Et la personne qui a accepté sur le fly de venir nous trouver ce soir, vous êtes impatient de savoir qui elle est. Hein? C'est MH! Bonsoir! Un gros merci. Ben oui, un gros merci à toi. J'étais stressée, mais je me suis parlé, puis ça va bien. Oui, je suis désolée du trauma là, de t'inviter à comme une demi-heure de préavis, mais là, j'avais perdu 2 personnes, puis je me suis dit, ben 4, c'est un beau chiffre, mais plus qu'on est de fous, plus qu'on lit. Ouais, c'est ça, l'ancienne émission, là, jadis. Donc, voilà, mais merci beaucoup encore de ta présence sur un petit fly. Avec plaisir. J'espère que je t'ai pas trop causé de petites palpitations. Un peu, mais ça va, je m'en suis remis, là. Bon, ben parfait. Puis bonjour à tout le monde qui est avec nous. Vous pouvez nous faire des petits coucous si vous êtes là. Puis là, Emma, je ne commencerai pas avec toi. Je vais te laisser te reposer un petit peu, là. D'accord. Sentir la vibe. On va y aller. Ben, on va y aller avec Josée. Dis-moi, Josée, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis contente de commencer parce que je lis en fait un livre. Moi, je pense que le passé est un peu un regard sur le présent, malheureusement. Et je lis un merveilleux livre qui s'appelle Le procès Mein Kampf. Vous voyez un peu venir. C'est un auteur français qui s'appelle Harold Cobert, que moi, personnellement, je n'avais jamais lu, mais il fait beaucoup dans les romans historiques, mais historiques accessibles. Vraiment, il a le don de faire d'événements historiques des romans vraiment captivants, très intéressants, un peu comme un polar. Puis celui-là, mais il ne fait vraiment pas exception. Moi, je n'ai pas lu ses autres romans, mais Lydie, mon ami, en a lu quelques-uns, puis c'est vraiment, ça marque. Fait que ce livre-là, en fait, là, je vous résume un peu l'histoire, là, parce que c'est vraiment l'histoire avec un grand H. En 1924, Hitler est emprisonné dans la prison de Landsberg. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Et puis, il rédige ce merveilleux torchon, qui est une espèce d'ouvrage absolument abject. C'est un agenda politique. C'est une haine infinie sur les Juifs, les Tziganes, les Noirs. En tout cas, c'est vraiment un torchon. Puis ce livre-là va être évidemment publié, puis va devenir la Bible dans cette merveilleuse Allemagne nazie. Puis même s'il a été publié dans de nombreuses langues, là, vraiment, je pense qu'il avait été publié dans 17 langues, il n'a jamais été publié en français.
La raison est vraiment simple, c'est que Hitler refusait vraiment, là, avec obstination, sa publication en français parce que il voulait faire accroire à la France, en fait, que c'était un allié qui était pour la paix, qui n'avait pas à s'en plaindre, il n'y avait pas à se questionner sur la guerre dans leur pays, que c'était vraiment pas ce qui se passerait, alors que son livre dit tout autre chose. Puis, il y a eu des extraits qui ont été publiés à gauche, à droite, qui ont mis la puce à l'oreille à des gens en France. Puis, des gens vraiment, il y a vraiment eu à ce moment-là une alliance de gens qui étaient, c'était improbable qu'ils soient en alliance. Il y avait des gens qui étaient juifs, il y avait des antisémites. Fait que chacun qui se sont alliés pour permettre la traduction de ce livre-là avait vraiment des raisons particulières de le faire, puis se sont unis pour le faire traduire. Mais là, il y a un paquet de jeux de coulisses. Puis là, on est en 1934. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que vraiment, ce livre-là a été publié. Puis dans le préambule, ils disent « Nous savons que nous sommes illégaux, nous savons que ce livre-là ne sera pas possible pendant vraiment longtemps. » Mais ils profitaient de ce moment-là pour le partager, le livre, parce que leur volonté, en fait, c'était pas que ce livre-là reste sur les tablettes pendant longtemps, c'était surtout d'éveiller les consciences maintenant, pour que les gens puissent lire le livre puis voir, en fait, le programme nazi qui s'en venait, parce que tout était vraiment écrit, là, il n'y avait pas de doute. Puis il y a l'avocat qui a pris cette cause-là, qui s'appelle Philippe Lamour. C'est vraiment c'est drôle parce que c'est une vraie personne qui a vraiment existé, mais il est tellement cute dans ce livre-là qu'il fait du bien, parce que c'est un livre quand même assez dense, là, puis l'histoire est assez incroyable, mais comme c'est écrit comme un polar, c'est vraiment captivant, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, puis il y a vraiment une grande recherche qui est faite, puis à la fin du livre, il y a vraiment les vrais extraits dans les journaux, les vraies écritures, vraiment, il y a beaucoup de stock pour alimenter la petite bête en moi, puis j'ai fait des recherches parallèles, puis effectivement, tout ce que j'ai lu dans le livre, ben, c'est avéré. Évidemment, ben, je ne fais pas de... Je divulgage rien en disant que même s'il y a quand même plusieurs Français qui l'ont lu, ben, ça n'a pas effeuillé grand-chose parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Les gens ont vraiment eu l'impression que c'était un livre. Premièrement, ça faisait 10 ans qu'il avait été écrit par l'auteur. À ce moment-là, ben, Hitler n'était pas connu comme maintenant. Fait que les gens disaient, ben, il a changé, c'est pas comme ça. C'était parce que quand il a écrit son livre, c'était après le putsch raté dans une taverne en Bavière. Et il était extrêmement enragé, c'est vraiment le terme. Il était en furie. Puis lui, il en voulait à la France, là, c'était pas possible parce que le traité c'était le traité de Versailles. Fait qu'il y avait vraiment une haine contre la France. Puis dans son livre, vraiment, il le disait que ce pays de dégénérés devait être conquis. Puis les gens disaient, ben, il y a eu le temps de décolorer depuis l'époque. Finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, c'est très intéressant de voir ça. Puis je me dis, ben, regardons ce qui s'est passé. Ben, probablement pas nous cinq, parce que nous avons cette conscience-là, mais ça serait le fun que ce genre de livre-là ben, circule un peu plus. Mais... Dans le même ordre d'idée, là, je sais que je ne veux pas proposer d'autres livres, mais je ne veux pas parler d'autres livres pendant très longtemps, mais il y a le livre du Schmock de Gibert que j'avais déjà parlé à Sylvain, qui est vraiment extrêmement bon aussi. C'est encore une fois la montée des Hitler, quand il était pris un peu comme un clown. Puis les gens disaient, bah, c'est pas sérieux, c'est un clown. Puis on voit de page en page, en fait, la division qui fait les amis de longue date qui devenaient des ennemis. Ce livre-là est vraiment frappant. C'est vraiment un livre qui est incroyable, qui est vraiment extrêmement bien fait. Puis dans le même ordre d'idée, je vous conseille vraiment de lire Inconnu à cette adresse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce livre-là a été écrit par Catherine Kessman-Taylor. C'est encore une fois un tout petit livre sur une amitié comme ça, ben, c'est un Juif et un Allemand qui sont amis avant la guerre, mais là, vous imaginez que cette amitié-là ne tient pas la route. Puis, ben, le Juif s'organise un petit plan assez machiavélique pour faire tomber son ami. Et c'est extrêmement bon. C'est vraiment 3 excellents livres. Après tout ce qui s'était passé, je n'étais pas tellement chaude à lire ce type d'histoire-là, mais je suis vraiment contente d'avoir lu le procès Mein Kampf parce que, premièrement, ça m'intéressait énormément. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je me suis plongée là-dedans comme un polar, mais un polar dans la vie. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous tente, mais j'ai passé un bon moment. Là, je l'ai proposé à Lydie, qui en a à peu près le même genre de goût, ce genre de livre-là, puis elle n'avait pas vraiment envie de le lire pour les mêmes raisons que moi, un peu comme une fille. Puis quand je lui en ai parlé, elle a dit, tu me tentes trop, je pense que je vais tenter l'expérience.
Ben, c'est ça que je m'en allais dire au début. J'étais comme, c'est courageux, on dirait, de lire ce genre d'ouvrage-là en ce moment. On dirait qu'en t'écoutant, j'étais comme, est-ce que j'aurais trop... Je sais pas, avant, on lisait ça, il y a 5-6 ans, on lisait ça en se disant, tu sais, ça fait des années, là, la Deuxième Guerre mondiale, puis Hitler, tout ça. Puis là, on dirait qu'aujourd'hui, je suis comme, J'ai eu la même réflexion que toi. Puis quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, ce livre-là, c'est peut-être pas son moment. Ouais. Mais il est tellement bien écrit, puis la plume de cet auteur-là est vraiment le fun, puis on rentre vraiment un peu comme un polar. Puis ce Philippe Lamour-là égaye parfois le livre, tu sais, il est toujours en retard, c'est un garçon très, très, très... il est très, comment je pourrais dire ça, il se prend pas pour un autre, mais il est vraiment extrêmement bon, puis il le sait, fait qu'il joue un peu comme ça. Il y a des grandes envolées. Fait qu'il est tellement attachant, ce personnage-là. Si tu allies ça avec l'aspect polar du livre, puis c'est pas si pire. Puis là, on n'est pas du tout dans les atrocités, là. On est vraiment dans la période on est en 1934. Ouais. Quand le livre se termine, ben, on apprend que le procès qui devait être perdu a été perdu, que ça n'a pas eu l'effet escompté. Fait que je ne pense pas d'avoir été capable de lire plus loin que ça. Ouais, je comprends. Mais pour cette période-là, franchement, j'ai trouvé que c'était un bon coup, un très bon coup, puis un bon livre. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations. Puis, ça me fait penser au fait que je n'ai pas mentionné que tous les titres mentionnés dans ce balado, dans cet épisode-là, vont être en barre d'informations à la suite de l'émission. Donc, donnez-moi 1 heure là, et le tout sera là. Là, je sais pas, il y a comme un bruit. Je sais pas si c'est d'où que ça sort, mais il y a vraiment un gros bruit. Ah! Josée, c'est mieux. Ou c'était peut-être Sylvain? Ah! Je pense. Je sais pas. C'est mon ordinateur, je pense. Je suis désolé. Il surchauffe. Ben, peut-être. J'ose pas. Je vais me mettre sur mute. OK. Désolée. Habituellement, je ne suis pas si, mais là, je suis pas certaine du son ou de la qualité sonore pour les gens à l'audio. Là. En tout cas, d'ici, c'était fort, fait que je ne sais pas si dans vos oreilles, ça l'était à suivre. On a Patrick qui est avec nous, qui nous dit « Merci pour la conversation. On commence. On va converser. Check-nous bien. Converser. » Puis, est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, c'est ça. Tout sera ajouté. Puis, les panélistes, je vais mettre aussi leurs liens si vous voulez les suivre sur Instagram, sur YouTube, dans la barre d'informations. Donc, merci beaucoup, Josée, pour ces suggestions qui ne sont pas toutes joyeuses, mais qui sont nécessaires quand même. Oui. On va se le dire. Oui. Alors, dis-moi, toi, Cynthia, qu'est-ce que tu lis? Écoute, ben moi, je lis 2 choses présentement. Je lis un peu dans la même veine que Josée, Le barman du Ritz de Philippe Collin, si je ne me trompe pas. C'est un livre que j'ai commencé parce que je fais partie d'un club de lecture, puis c'est le livre qui a été choisi pour le mois. Comment dire, j'ai lu 78 pages en 2 semaines. Yikes! C'est ce que Josée disait tout à l'heure, c'est pas des lectures légères. Pour vous expliquer, ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands viennent de débarquer à Paris. Puis là, tout est fermé dans la ville, sauf le Ritz. Et puis là, le personnage principal, c'est, je pense qu'il s'appelle Frank Meyer. Lui, c'est le barman du Ritz. Puis, personne ne le sait, mais il est juif. Il vient de l'Autriche, puis il a été en Amérique, il est revenu en Europe, tout ça, puis il a fait faire un faux passeport parce qu'il sentait venir un peu la soupe chaude. Puis lui, il espère ne pas avoir à révéler sa vraie identité, si on veut. Puis là, c'est ça, les Allemands débarquent à l'hôtel du Ritz, ils prennent possession d'une aile. Puis là, c'est comme un peu le branle-bas de combat pour savoir qui va gérer le Ritz, parce que là, eux, ils veulent pas n'importe qui dans la bâtisse, tout ça. Puis, fait que je suis vraiment pas rendue loin, mais ça me prenait une 2e lecture en parallèle, là. J'avais un peu besoin de d'autres choses pour souffler un peu. Puis j'ai commencé L'Empire du Vampire. OK, on est ailleurs. J'allais à l'opposé. C'est comme un bon bébé. Ça, l'histoire, dans le fond, c'est... il y a comme un personnage qui s'appelle Gabriel de Lyon, puis lui est emprisonné dans une grande tour par les vampires, puis on apprend que c'est le dernier
survivants d'un ordre qui essayait d'exterminer les vampires. Dans le fond, eux, ils ont un problème parce qu'il y a comme eu un voile qui est apparu devant le soleil. Puis là, ça fait que la nuit est comme pas mal permanente. Toute la journée, il fait sombre, il n'y a plus de légumes qui poussent, tout ça. Puis là, les créatures maléfiques, genre les vampires, ben là, ça fait qu'ils sortent aussi le jour. Donc, ils sont vraiment difficiles à exterminer, tout ça. Fait que là, on apprend que ce personnage-là est emprisonné suite à il a tué le roi des vampires. Puis là, on l'interviewe pour raconter son histoire, pour documenter, vu que l'ordre va mourir avec lui. Fait que c'est ça. Je suis pas rendue loin. J'ai lu une centaine de pages, mais honnêtement, j'aime beaucoup c'est Jay Christophe qui a écrit ça. Puis je l'avais jamais lu. Puis c'est vraiment bien écrit, là, ça se lit tout seul. J'ai l'impression de regarder un film, là, vraiment. C'est comme une ambiance gothique avec, tu sais, les vampires, là, c'est glauque, là. Il y a déjà 2 scènes que j'ai faites comme, OK, on va aller là, là. Ça, c'est comme dans les 50 premières pages, là. Fait que tu te dis, ça va être off tout à l'heure. OK. Ouais. C'était comme une de mes questions, parce qu'habituellement, il a écrit plus du jeune adulte, avec Illuminé. C'est comme sa première série adulte, je pense. Oui, c'est ça, plus adulte, hein? Ouais. Puis c'est ça. Ça a l'air que c'est bien rough, mais que c'est vraiment un page-turner, puis que ça se lit tout seul, malgré les 900 quelques pages. Aïe, OK, ouais, c'est une bonne bébite. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai comme J'ai lu L'Assassin Royal en décembre, puis là, je me suis clenché la première trilogie en moins de 6 mois. Puis là, ça m'a vraiment redonné le goût d'aller en fantasy plus souvent. Ouais. Puis, fait que là, ce livre-là, je le voyais passer, puis quasiment juste des 5 étoiles sur mes réseaux. Fait que j'étais comme, je vais l'essayer, tu sais. Puis finalement, c'est pas mon truc, les vampires, d'habitude. Ouais. Vraiment pas. Mais là, ça marche bien. Ah, ben ça, c'est good, ça, tant mieux. Puis ça doit faire aussi contraste un petit peu avec le barman du Ritz. Il me semble que c'était comme un premier roman aussi, hein, ce livre-là. Oui, ben c'est ça, j'ai lu un petit peu sur l'auteur. Je pense qu'il y a beaucoup de podcasts, des choses comme ça. Il a l'air vraiment à faire des grosses recherches, là. Puis je pense que c'est comme le livre de José, là, ça a l'air très bien documenté. À la fin, il y a des photos avec des informations. Il y a des gens qui ont fréquenté le Ritz, genre Coco Chanel, des auteurs aussi de l'époque. Fait qu'on les voit apparaître là, dans le livre à un moment donné. Si tu as le goût de poursuivre après avoir terminé ce livre-là dans quelques mois, quelques années, il y a aussi, vraiment, c'est le même genre, là, c'est La Dame du Ritz qui a été écrit par Mélanie Benjamin. C'est vraiment. C'est bon, c'est très bon. Quand je cherchais le barman du Ritz sur Internet, je le voyais tout le temps passer. La Dame du Ritz, je suis comme, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, celle-là, si ça te tente, tu ne seras pas déçu. C'est un très bon livre, un très bon roman. Merci de la recommandation. On est dans la recommandation de Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Oui, c'est ça. Sous tous les aspects, Bon, ben merci beaucoup pour ce partage. Sylvain! Je suis de retour, je suis désolé, j'ai toujours le bruit ambiant, je ne peux rien faire. Mais ben là, vous avez parlé de la Deuxième Guerre mondiale, donc j'ai commencé un livre que malheureusement, je ne l'ai pas abandonné, mais je l'ai mis de côté parce que c'est épais de même, puis c'est dur. Allô, les briques? Oui, c'est ça. C'est la Seconde Guerre mondiale, Anthony Beevor. Donc, c'est un British. Et c'est pas du tout un roman, là. C'est vraiment de la non-fiction, c'est de l'information comme très brute. Et donc, c'est ça. Ben, j'ai commencé ça. L'ennui, la raison pour laquelle je l'ai mis de côté, c'est que non seulement c'est vraiment très long, mais moi, ce qui m'intéressait, ce que je voulais aller chercher dans ce livre-là, je l'ai eu dans le prologue. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui se passe avant que la guerre éclate. C'est ça qui m'intéresse. Et là, j'en ai parlé un peu avec José. José m'a recommandé le Schmuck. Tu en as parlé tout à l'heure. Je l'ai acheté. Il est là sur ma tablette. Mais oui, prête, il va être là. Mais là, moi, ça fait à peu près un mois que je suis en panne de lecture, puis je suis vraiment comme ça va pas bien. J'ai comme commencé plein d'affaires, mais il n'y a rien que j'avais envie de continuer. J'étais vraiment comme sur. C'est ça. Ça me tentait pas de lire, ça me tentait pas. J'étais vraiment en panne. Fait que là, je me suis dit que j'allais relire un livre qui m'avait bien plu et bien diverti,
Et c'est Tourist Season de Carl Hiaasen. Donc, ça, c'est... moi, je disais Hiaasen, mais non, c'est Hiaasen. Donc, en fait, ça s'appelle Tourist Season. C'est un peu un jeu de mots parce que c'est la saison du tourisme en Floride, mais c'est aussi comme la saison de la chasse. C'est un livre, c'est un roman noir dans lequel ça commence avec le ministre de la Finance de la Floride qui est retrouvé mort avec un jouet en forme de crocodile dans la gorge. Et là, il y a une lettre qui est envoyée aux médias qui est signée Les Nuits de décembre, qui est un groupe terroriste, donc qui sont bien tannés d'avoir des touristes en Floride, puis ils veulent mettre fin à leur présence, je ne sais pas comment dire. Bref, il y a beaucoup d'humour là-dedans, là, c'est l'humour noir. Et il y a aussi beaucoup de il n'y a pas beaucoup de Québécois, mais il y a aussi la présence des Québécois. Fait que je trouve ça comme intéressant. Je trouvais ça intéressant de voir cet aspect-là, parce que l'auteur, évidemment, est de la Floride. Puis c'est quand même quelqu'un qui est très... il a l'air très progressiste, mais il est quand même de la Floride. Fait que c'est comme intéressant de voir comme son point de vue par rapport au tourisme, puis aux Québécois, puis aux snowbirds. Puis d'ailleurs, je me suis demandé, j'ai fait des recherches, j'ai pas vraiment trouvé, comme pas vraiment de quantité, mais je me demandais combien de, à peu près, là, combien de Québécois partaient dans le sud à l'hiver. Les fameux snowbirds, là, ça représentait comme combien de personnes à peu près, suffisamment pour que le Journal de Montréal se vende en Floride, apparemment. Mais c'est ça, là. Donc, il y en a quand même pas mal. La raison, c'est ça. Je voulais le relire parce que j'avais beaucoup aimé ça. Ça m'avait fait rire. C'est ça, c'est de l'humour noir. C'est particulier. Mais en le relisant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de... c'est les personnages, c'est pas la pensée de l'auteur, mais il y a beaucoup de F-words qui sont employés, puis pas le F-word qui est le fun, là. Le F-word par rapport aux homosexuels. Et puis, tu sais, en dehors de celui-là, il y a aussi des fruits, puis, tu sais, beaucoup de mots péjoratifs comme ça. Puis, c'est drôle, je trouve ça fascinant parce que la première fois que j'ai lu ça, ça m'avait passé là, par-dessus la tête, et pourtant, Dieu sait que je suis visé par ces mots-là, mais je les avais pas vus pantoute, puis je trouvais ça m'a amené une espèce de réflexion par rapport à cette époque-là où moi-même, je pouvais employer ces mots-là pour comme, tu sais, un peu désarmer les gens ou dire comme, oh non, mais c'est pas grave si tu emploies ces mots-là. Tu sais, l'espèce de cette époque, début des années 2000, là, où c'était comme cool de montrer qu'on était cool avec ces mots-là. C'est une période bien particulière qu'on avait à vivre, mais on est passé par là. Fait que ça m'a rappelé cette époque-là. Il ne faut pas oublier que ça a été écrit en 1986, mais je tiens quand même à préciser que les personnages qui emploient ces mots-là, ce sont des personnages répréhensibles. C'est pas comme les héros. C'est pas... D'ailleurs, pas tant sûr qu'il y a un héros là-dedans. Là. C'est comme tout le monde est pas mal. En fait, l'ambiance, à cause que ça se passe en Floride, et là, c'est une vieille référence. Là, je ne sais pas s'il y en a qui vont se souvenir de ça, mais l'ambiance que ça me rappelle, c'est le film Wild Things avec Neve Campbell puis Denise Richards. Oui, c'est ça, cette vieille affaire-là, mais tu sais, c'est ça, c'est l'espèce de Floride, il fait chaud, les gens sont croches, Florida Man, tu sais, tout le monde est un peu comme fucké dans la tête, là. Bref, c'était bien divertissant. Et je vais juste finir, en fait, je voulais trouver quelque chose à parler, donc j'ai parlé de Tourist Season, mais je suis aussi dans Malazan. Donc là, je fais le lien avec la Deuxième Guerre mondiale et je fais le lien avec Cynthia qui est de la fantasy. Bon pavé, ça! Oui, mais ça fait quand même, ça fait longtemps que je l'ai commencé, puis je l'avais mis de côté. Il faut dire que ça fait comme un mois que je n'ai pas lu. Mais là, je suis replongé dedans, puis c'est vraiment très le fun. Puis, je t'en parlais un peu, Maps, je m'excuse, je me répète, mais je trouve ça le fun de lire
un petit peu à tous les jours, de replonger dans cet univers-là. J'ai l'impression de vraiment vivre dans cet univers-là, de le découvrir avec les personnages. Puis, c'est ça. J'aime bien ça. Là, il vient de se passer quelque chose d'inattendu. C'est ça. Bref, je ne veux pas m'épancher. Il y a beaucoup de personnages, il y a bien des affaires qui se passent. Mais c'est toujours aussi bon que le premier tome. J'ai même envie de dire que c'est un peu meilleur parce que l'action commence. Ben, l'action commence, il faut dire que je suis rendu à presque 300 pages. L'action commence. Mais c'est de la fantasy, hein? C'est ça. mais il se passe, il se passe des choses. Là. Il se passe des choses quand même politiquement importantes dans des jeux. Là. Donc, c'est ça. C'est bien le fun. Mais merci pour ton partage. On a Patrick qui nous dit... né en 84, je pense qu'il parlait de ton Carl. Grandi dans le New tous ces des mots difficiles à dire. Le New Empire. Empire? Empire? C'est pas le même qu'on dit ça? New Empire. Mais ça, c'est très francophone, là, Empire. Il essaie de dire le mauvais F-word. Hey, ça m'a pris du temps avant de catcher c'était quoi le bon F-word. Je suis partie à rire 10 secondes avant que la blague soit... 10 secondes après que la blague... Ouais, c'est ça. Soit fini. Donc, il essaie de dire ce mot en 2005. Ouf, cette intervention était complètement difficile. Désolé, je t'ai zéro aidé. Merci, Sylvain. Evache, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Hey, moi, je suis dans un autre registre, là, totalement. J'ai fini un livre. Non, pas tout. J'ai fini un livre tout à l'heure dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais sinon, ce qui est toujours en cours, c'est ma lecture d'entre-romans, qui est Le potager urbain. Prête pour le printemps. C'est ça, j'essaie d'être prête quand ce sera la saison du jardin parce que je suis rendue avec ça, moi, un jardin. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit ça serait le fun de faire pousser des petites laitues, une affaire de même. Fait que c'est ça. Là, je suis rendue dans une section où il me dit là, je suis rendue au persil frisé, là. Comment? Je peux le faire pousser, puis tout. Fait que c'est ça, je suis là-dedans. Fait que ça, c'est ma lecture qui m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant, que je lis après que j'ai fini un roman. Mais celui que j'ai fini aujourd'hui, c'est Le Boulevard de Jean-François Sénéchal. Oh, oui. En tout cas, c'est le même qu'elle le prononce. C'est une recommandation que j'ai eue de Arrêt littéraire sur Instagram, Audrey-Anne. Okay. Pour le défi 12 livres par 12 amis. Là. Fait que c'était sa recommandation. Je la lis pour le mois d'avril. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Christopher qui se fait abandonner par sa mère la journée de ses 18 ans. Et Christopher, lui, il vit avec une déficience intellectuelle. Là, je ne sais pas si c'est encore ça qu'on dit de nos jours. Là. J'espère ne pas offenser personne. Je pense que oui. OK, bon, c'est beau. Fait que c'est ça. Et là, dans le fond, il parle à sa mère. Il est comme, ouais, t'es parti, puis là, ben là, je me ramasse un peu tout seul, puis là, je sais pas faire à manger, fait que je mange des Mae West et des chips. Fait qu'il raconte, il parle comme s'il parlait à sa mère, puis il raconte genre son quotidien, puis ce qui se passe, puis les personnes qu'il rencontre, puis les affaires un peu whack là, qui arrivent. Puis c'est vraiment ça, l'histoire. Fait qu'on a accès à ses pensées, mais tu sais, lui, il dit, il me sourit parce que ça devait vouloir dire ça, mais nous, en étant extérieur, on sait que la personne n'est peut-être pas bien intentionnée ou elle réagit de même parce que telle affaire, mais lui, c'est pas quelque chose qu'il perçoit. Genre, il est comme plus premier degré, si on veut. Fait que c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé ça. Habituellement, quand je parle ici, c'est vraiment un livre que je suis en cours de lecture, mais là, je suis en cours de rien. Fait que, en cours de rien. Non, à part le potager, là, puis le persil frisé. Mais fait que j'ai donné 4 étoiles. J'ai bien aimé ça. C'est le MEAC jeunesse. Là. Habituellement, c'est quand même des... Ça se passe là, pour cette façon d'édition-là en jeunesse. Fait que, encore une fois, je n'ai pas été déçue. Puis, je pense que c'est vraiment une bonne lecture, justement, pour la jeunesse dont je ne fais plus partie, mais quand même, j'ai su apprécier tout de même. Là. Fait que, mais merci. Moi, c'est la bibliomaniaque. La première, je pense, en fait, une des fois qu'elle a participé au 12 août avec nous, là, notre fameuse vidéo BookTube qu'on fait le 12 août, il me semble qu'elle avait participé une fois puis que ça en était une de ses suggestions. Puis depuis ce temps, c'est genre, à toutes les fois que je la vois, puis c'est le genre de livre que je me dis, c'est vrai, il faudrait que je le lise. Ah, ben oui. Puis tu vois, il est toujours pas lu. Je pense que oui, pour la thématique, ça pourrait être intéressant.
Ouais, hey, si on donne. Ah, c'est vrai, tu donnes plus d'étoiles, mais j'allais dire, si on est d'accord sur le livre, on pourra le noter. On est-tu rendu des némésis littéraires, toi puis moi, Emma? Ben, je pense qu'on est rendu là, mais on dirait qu'on a déjà été plus proche que maintenant. Oui! À nos appréciations. On va s'en reprendre. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais... Ouais, je pense qu'on a perdu ce qui nous rassemble et on trouve Ouais. beaucoup de ce qui nous sépare. C'est ça, oui, c'est ça. Mais tu sais, C'est j'ai écouté triste. Cynthia tantôt C'est triste. parler. Ben oui, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, on change. Ah. Voyons. J'avais la toune de Céline Dion, en tout cas. Oui, c'est ça, on ne change pas. J'écoutais Cynthia tantôt parler de l'Empire du vampire, j'étais comme, ah mon Dieu, ça me tente. Puis là, je me suis dit, mais qui suis-je? Oui! Qui es-tu, Emma? Non, mais pour vrai, moi, c'est zéro mon genre, les trucs de vampires. J'ai lu à peu près 20 pages de Twilight, puis j'étais comme... Ouais, mais ça n'a Peu pas de l'air choses d'être de le mes même goûts. registre, là. Non, non, vraiment quand pas. même. C'est sanglant. Hein. OK, d'accord. Mais je te le recommande. Puis en plus, il y a plein d'humour là-dedans. Le Ah. personnage, tu sais, il sacre, puis il est Ok. comme... il y a de la personnalité, là. C'est vraiment le fun à lire. Ah, mon Dieu. Ça tente encore plus. Ben oui, On va voir ce qui se ça passe. passe. OK, je vais vous parler de mes lectures. Je reviens dans 2 secondes. 1, 2, je suis revenue. OK, bon, c'est bon. Ouh! OK, moi, j'ai tout juste de commencer un livre. Fait que je pourrais pas vraiment vous en parler. C'est celui-ci, Les Déterrés de Katia Belkodja. Si je ne m'abuse. Fait que j'ai lu 48 pages sur... Ça a l'air d'une bonne brique de presque 400. Fait que je peux pas vous en dire énormément. Mais c'est ça, c'est Rim qui nous parle de son enfance en Algérie puis de toute sa famille. Pour l'instant, ce que je remarque de ce livre-là, c'est qu'il y a du monde en titi, parce qu'il y a une belle organigramme de tout ce monde-là. C'est aussi très difficile de faire des liens de qui est qui. Il y a bien du monde, il y a bien du monde présenter tout le monde en même temps, puis on cogne pas tout le temps le clou sur, tu sais, elle, c'est ma cousine, puis on faisait ces choses-là ensemble. Fait que pour l'instant, j'essaye pas de faire des liens dans ma tête de comme qui est qui, puis de retourner à l'organigramme parce que j'haïs ça, travailler lorsque je lis. Fait que je suis bien paresseuse, il faut que ça soit facile sinon. Fait que là, pour l'instant, je fais juste comme lire ce qui se passe, puis je trouve ça quand même intéressant. Ça me dérange pas trop que je sache pas qui est qui exactement. Fait que là, c'est un petit peu là que j'en suis. Puis l'autre chose, c'est que l'écriture est quand même assez particulière. Tu sais, j'ai lu juste 40, presque 50 pages, puis il y a une couple de fois que j'ai relu les lignes comme 2-3 fois, puis j'étais comme pas sûre que je comprends la phrase, la construction de la phrase. Fait que je sais pas si, comme culturellement, comment c'est écrit, tu sais, ça a plus une traduction de l'arabe, tu sais, puis que parfois c'est ça qui fait en sorte que c'est comme un... Ben, c'est pas traduit, mais tu sais, ou tu sais, l'autrice, elle a appris l'arabe avant d'apprendre le français. Fait que je ne sais pas si c'est cet effet-là qui fait en sorte que comme parfois les phrases ne sont pas typiquement françaises ou québécoises, puis c'est un petit peu difficile là, dans le ton, mais c'est là que j'en suis. Fait que j'ai hâte de voir, mais je l'ai comme proposé en lecture commune sur Instagram, puis on est comme 7-8 à lire, puis pour l'instant, tout le monde est comme pas tout à fait vendu. Tu sais, il y a une personne, je pense, qui l'a terminé, puis elle était comme ça va, tu sais, mais il y a personne qui est comme c'est un gros coup de cœur, puis il y a quelqu'un qui l'a abandonné, puis qui était vraiment triste. Je pense que c'était un de ses premiers abandons de sa vie. J'étais comme, non, mais si ça va pas, là, delete, là, tu sais, comme, next, c'est pas grave, là. Mais ça avait l'air d'être vraiment crève-cœur. Fait que, désolée. À toi. Fait que c'est là que j'en suis. Donc, je voulais vous parler de la lecture que j'ai terminée juste avant, puis qui est une autre lecture de Mémoire d'Encrier, qui est Petite Ville, de Melika Abdel-Moumen. Puis, ce livre-là, en fait, pour tout vous avouer, là, je l'ai lu, mais j'étais certaine que je n'allais pas l'aimer. Pourquoi? Aucune idée. J'en ai vraiment pas entendu beaucoup parler, ce livre-là. En fait, non, je sais pourquoi j'avais l'impression que je n'allais pas l'aimer, c'est qu'on a une amie, Karine Minier, de Mon Coin Lecture, qui l'a lu, puis je me souviens plus exactement de ses commentaires, mais c'était comme pas si positif que ça. Mais j'aurais dû me méfier parce que Karine, c'est ma... Fait que si Karine, elle n'aime pas, moi, il y a des chances que j'aime. Ce qui se passe dans ce livre-là, en fait, pas grand-chose. Au départ, on va placer les personnages principaux, on va suivre Mia
je vous dirais 90% du temps, on est comme dans sa tête, dans son journal. Puis, les autres moments, on est comme dans des archives, des documents. C'est comme, on ne le voit pas tant que ça là, à l'écran, mais les pages sont comme grises. Ouais, on ne le voit pas tant. Versus Mia, c'est des pages blanches. Donc, c'est ça. Mia, elle va nous raconter sa vie, elle va nous raconter son enfance. Elle vient d'une petite ville, d'un petit village assez rough. Puis, elle a été abandonnée par ses parents, donc elle a été recueillie par une travailleuse sociale qui a aussi recueilli son demi-frère adoptif, Simon, qui, lui, a perdu ses parents dans un incendie qui a causé 14 morts. Donc, au début du roman, Simon et Mia sont adultes, puis Simon est mort, il y a quelqu'un qui l'a tué, puis on va comme essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Simon. Mais tu sais, c'est un roman de comme 300 pages, on sait que Simon est mort au début, puis c'est à la fin qu'on a le dénouement. Fait qu'entre tout ça, il se passe pas grand-chose. Mais pourquoi j'ai aimé ça? C'est ça la grande question de comment ça se fait que j'ai aimé ça. C'est une critique sociale, ce livre-là, tu sais, qui parle justement des quartiers pauvres, des quartiers difficiles, puis de comment on fait, tu sais, comment on essaye pas vraiment de les aider en étant riches, puis tu sais, le peuple autour, on comprend pas vraiment la réalité de ces milieux-là. Puis même s'il y a des gens parfois qui viennent de ces milieux-là, puis sont rendus dans un milieu plus favorisé, ben ils ont de la misère à se remettre dans la peau de, tu sais, pourquoi ces personnes-là prennent de la drogue parfois, pourquoi ces personnes-là, tu sais, boivent de l'alcool ou, tu sais, ont ces cycles de violence de génération en génération. Donc, je trouve que ce roman-là ne parle pas nécessairement de quelque chose d'original, mais la posture, elle est vraiment pleine d'empathie. Le personnage de Mia, c'est une femme, tu sais, comme je vous disais, là, qui a été abandonnée par sa mère, qui, elle non plus, n'est pas une excellente mère pour son enfant qu'elle n'a pas désiré, mais qu'elle a eu. La DPJ va même lui retirer son enfant à un certain moment. Mais j'ai jamais senti de jugement. J'ai toujours senti énormément d'amour pour ce personnage-là. Puis tout au long que je la lisais, j'avais comme un peu le moton parce qu'on dirait que je comprenais d'où est-ce qu'elle venait. Je comprenais exactement ce qui se passait à ce moment-là, puis qu'elle était juste pas capable, qu'elle avait pas les capacités d'aimer cet enfant-là à ce moment-là. C'est ça qui a fait en sorte que je l'ai aimé. À toutes les fois qu'il y avait des chapitres avec Mia, j'étais comme complètement investie dans sa vie. Fait que ça m'a vraiment bouleversée pour ça. C'est une petite pépite, je crois, pour cet aspect-là. Puis, ben forcément, il y a le petit polar de comme qu'est-ce qui s'est passé avec Simon, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une intrigue à côté. Là. Puis, il y a toute la critique sociale, puis comment on les aide pas vraiment, là, ces gens-là, puis qu'on met pas vraiment des programmes qui les aident, là, qu'on veut juste les sortir du chemin des riches. Là. Donc, voilà pour Petite Ville. Très bon roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, oui! En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé Mia, cette femme qui a eu toute une vie. Alors là, on est au mois d'avril. Il y a déjà le quart de l'année qui est passé. Et comme deuxième sujet, je voulais vraiment qu'on partage une bonne lecture qu'on a eue là, dans les 3 premiers mois ou quelque chose de surprenant. Ça peut être le fun aussi, une lecture pour laquelle vous attendiez à rien puis que comme tabarnouche, j'ai passé un bon moment. Donc, c'est ça, le deuxième sujet. On parle encore plus de livres aujourd'hui parce que pourquoi pas? C'est pour ça qu'on est là. Dis-moi, Josée, c'est lequel ta lecture coup de cœur du début de l'année? Ben, j'en ai eu pas mal, des livres coup de cœur. Je vais parler d'un livre, puis je vais parler d'une autrice. Puis là, je suis pas certaine, là, ma grippe est encore dans ma tête, là. Mais je pense que c'est toi, Cynthia, qui avait proposé Les Indignes, hein? Non? En tout cas, il me semble que c'est quelqu'un sur ton panel, Maps, qui avait parlé de ce livre-là, Les Indignes, d'une autrice argentine qui s'appelle Augusta Basterica. Alors, j'ai lu Les Indignes pour ensuite me garrocher dans Cadaveski, que Sab aussi a lu. C'est 2 dystopies absolument épouvantables. C'est tellement noir, ces livres-là, ça n'a aucun bon sens. Mais my God, que j'ai aimé ça. Vraiment, si vous aimez les dystopies Red de chez Red, ceux-là sont assez extraordinaires. Cadaveski, c'est vraiment fabuleux. En fait, je vous résume l'histoire en 4 secondes. Il y a eu une espèce de virus qui a envahi la Terre et il n'y a plus de protéines animales comestibles.
Fait que des savants ont modifié le génome humain pour créer une nouvelle race d'humains qui devient une race alimentaire. Alors, c'est un peu, ça tourne alentour de ça. Puis, on suit un personnage, en fait, qui travaille dans un abattoir, mais les nouveaux abattoirs. Puis, on suit ce personnage-là, puis à la fin, j'ai rarement été aussi étonnée. C'est vraiment, tu sais, tu parlais d'une critique sociale, c'est aussi une critique sociale aussi, que cela puisse paraître. Mais quel livre fascinant! Moi, j'espère que cette autrice-là, elle a un environnement bienveillant parce qu'à la noirceur de ses livres, j'espère qu'elle peut s'accoter sur une épaule tendre de temps en temps parce que, oh my God! Fait que ce livre-là est extrêmement dur. Puis Les Indignes n'est pas tellement mieux. En fait, ça passe encore une fois dans un environnement complètement post-apocalyptique. Il y a eu les changements climatiques qui ont fait que la planète n'est pratiquement pas habitable. Puis là, je me souviens pas si c'est dans un livre ou l'autre, mais en fait, je pense que c'est dans celui-là. Il y a tellement eu d'intelligence artificielle qui a envahi, qui ont été obligés de tirer la switch. Fait qu'il n'y a comme plus d'électricité nulle part à cause de ça. Puis, il y a une espèce de refuge qui ressemble un peu à un couvent. Puis, cette fille-là, ben, elle va s'y réfugier, mais c'est un couvent comme on ne peut pas imaginer. Là, c'est une horreur. Là. C'est vraiment 2 livres d'une très grande noirceur. Puis, quand j'ai lu Les Indignes, à chaque fois que je terminais une page, je me disais, ouf, il y en a une de moins. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as persévéré? Parce que c'est extrêmement bon quand même. Fait que c'est vraiment, ça prend un lecteur particulier pour apprécier ça. Ça prend quelqu'un qui est capable de lire de la dystopie qui frappe, là, vraiment. Qui frappe. Mais c'est vraiment excellent. Puis elle a écrit, en fait, il y a 2 livres qui ont été publiés en français. Je sais pas si je pense pas qu'elle en ait d'autres qu'elle a écrit avant, mais en tout cas, moi, c'est une autrice que je vais suivre assurément. Là, j'aimerais vous parler, une fois que je vous ai parlé de cette autrice-là, j'aimerais vous parler d'un livre dans un tout autre registre. Je ne sais pas si vous connaissez J.M. Eyre, c'est un espèce d'auteur français qui fait dans des livres absurdes, loufoques, vraiment drôles. Moi, je pensais que c'était Jean-Michel, mais c'est Jean-Marcel, je pense qu'il s'appelle, le gars. Puis le livre que j'ai lu, le titre, c'est la théorie de la tartine beurrée. OK. J'ai rarement lu un livre que j'étais incapable de ne pas voir une pièce de théâtre. C'est vraiment un huis clos. Il y a une écriture très pompeuse, lui, mais pompeuse drôle un peu. Puis c'est un gars qui émerge d'un divan, puis il y a une tartine beurrée sur le plafond, puis il se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Puis il y a des gens qui arrivent dans l'appartement, il sait pas ce qui se passe. Il vient de sortir d'une soirée où il était complètement hangover. Tout ce qui arrive à ce gars-là, ça n'a juste pas de bon sens, mais la fin de ce livre-là, elle est absolument impossible. Si jamais c'était une pièce de théâtre, ce que je souhaite, parce que franchement, tous les ingrédients sont réunis pour que ça en soit une, la fin va être dure à faire. Parce que c'est la fin du monde, en fait. La tartine à tombe, puis là, il y a des événements qui arrivent, des crashs d'avion. À la fin, c'est comme l'apocalypse totale à cause de ça. C'est tellement loufoque. Ça prend quelqu'un, encore une fois, c'est comme l'autre, ça prenait quelqu'un de capable. Ce livre-là, moi, je pense que quelqu'un pourrait lire ça et dire, mais niaiseux! Dans mon groupe de lecture, je vois toutes mes amies lectrices qui me disent, c'est bien niaiseux, mais c'est effectivement niaiseux. Mais quand on se laisse porter par cette vague-là, moi, en tout cas, j'ai vraiment ri. C'est un peu ceux qui connaissent un autre auteur dans le même genre drôle, moi, que j'aime beaucoup, là, qui est Fab Caro. C'est un peu dans le même genre d'humour totalement absurde, mais avec une petite coche pompeuse qui n'est pas vilaine. Au début du livre, je me disais, oh là, il charrie un peu. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, écoute, laisse-moi porter, là, puis have fun. Puis j'ai eu bien du fun. Sur mon site, ces 3 livres-là, en fait, je les ai chroniqués parce que c'est vraiment des petits livres coup de cœur que j'ai eus depuis le mois de mars. Bien différent, hein, vous allez me dire. Oui, c'est ça. Là, c'est la preuve que tu lis pas juste des trucs dark et déprimants quand même. Non, pas du tout. Je lis même des affaires bien drôles d'un fois parce que sinon... les deux extrêmes. Ça me paraît comme l'autrice argentine, une épaule bien bienveillante. Oui, c'est ça. Ça, c'est ton épaule bienveillante, tous ces livres. Exactement. Puis tu as un petit allô ici là, de Roberta. Allô, Joe! Allô, Roberta! De Roberta. Mais merci pour ce partage éclectique. Certainement. Cynthia, tes coups de cœur. Je vais encore parler de l'Assassin Royal. Daphné, elle va se mordre les doigts de pas être ici à soir. J'étais comment? J'aurais eu une amie. Ben, vraiment.
Mais ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai lu la trilogie en moins de 6 mois, fait que je dois avoir aimé ça quand même. Mais je voulais vous parler d'un autre livre aussi, c'est Le Dieu des bois de Liz Moore. J'avais beaucoup vu passer ce livre-là du côté anglais. Puis j'avais lu un autre livre d'elle qui s'appelait... Comment donc? En anglais, c'est Long Bright River. Puis ils ont fait une série avec Amanda Seyfried, je sais plus c'est quoi son nom, qui vient de sortir. Fait que j'ai hâte de regarder la série. Bref, j'avais beaucoup aimé son premier. Puis là, je le voyais en anglais. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais le lire en anglais, je suis capable. Puis là, j'ai vu qu'il sortait en français. J'étais comme, OK, j'attends. Puis j'ai eu la chance de le recevoir en service presse, mon premier service presse à vie. Ouh! Puis c'est ça, c'est l'histoire de... ça se passe au camp Emerson dans les Adirondacks. C'est un camp de vacances pour adolescents, jeunes enfants adolescents. Puis c'est tenu par une famille qui s'appelle, attendez, là, je vois, Van Laar, la famille Van Laar. Puis eux autres, c'est des riches, que c'est comme les ancêtres qui ont parti de ce camp-là pour un peu se donner bonne conscience, si on veut. On va éduquer la jeunesse avec la nature, l'importance de la nature. Puis, il y a 2 temporalités dans l'histoire. T'as, dans les années 60, le couple Van Laar qui se marie, qui ont un enfant, que la mère, elle l'aime donc son fils, puis un jour, il disparaît en forêt. On ne le retrouve plus jamais. Puis ensuite, tu as une autre temporalité qui est en 1975, que là, c'est la même famille encore, qui ont eu un autre enfant suite à la perte de l'autre enfant. Puis là, elle aussi, elle disparaît en forêt. Fait que là, c'est comme, OK, il y a trop de coïncidences, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de louche. La famille est, tu sais, c'est des riches qui sont pas vraiment gentils, puis ils traitent pas vraiment le monde très bien. Puis là, t'as comme une enquête qui démarre, puis là, on fait des sauts dans le temps entre les 2 temporalités. C'est intriguant. Ouais, puis c'est vraiment un style que j'aime parce que c'est de la... c'est un mystère, mais c'est aussi de la fiction contemporaine. Tu sais, c'est pas un gros mystère, le page-turner au début, là. Tu sais, c'est vraiment quasiment une saga familiale, là. T'apprends à connaître ta famille, les défauts, tout ça. Les points de vue, ils alternent aussi à chaque chapitre. Fait que tu as une monitrice dans le camp de vacances, t'as la mère, bref, t'as plusieurs points de vue. Fait que ça rend ça super intéressant. Puis j'ai tout le temps peur dans des livres comme ça de pas aimer un point de vue, puis tu sais, qu'à chaque fois que tu revois le nom, t'es comme, oh non, pas lui, il gosse. Mais là, non, vraiment, chaque point de vue était comme important, il apportait quelque chose. Il y avait vraiment des voix distinctes. Fait que tu mélangeais personne, même s'il y avait plein de personnages. Ça, j'aime toujours ça. Parce que des fois, quand il y a trop de personnages, comme tu dis tantôt, Maps, avec l'arbre généalogique, là, à un moment donné, tu te perds. Là. Mais là-dedans, c'était pas le cas. Puis c'est super bien écrit, mais je pense que ça peut rejoindre beaucoup de monde. Autant les gens qui aiment les mystères que la fiction littéraire, plus littéraire. Là. Voilà. Très intéressant. Je note, je garde en tête. Puis Daphné a dit « Je suis là! » Ah! Elle voulait vraiment bander sur l'assassin royal. Yes! Et merci pour ton coup de cœur. Sylvain, est-ce que tu penses que je suis capable de découvrir de quel livre que tu vas parler? Yes! Moi, j'irais avec Monologue d'une non-monogame. Je m'en allais parler de ça. Je me suis dit, de quoi je vais parler? Ben, c'est sûr que je vais parler de ça. Honnêtement, c'est un méga coup de cœur. C'est un tout petit livre qui fait beaucoup réfléchir sur une réalité qu'on connaît pas trop. C'est une autrice qui parle donc de sa façon de vivre le polyamour de façon parfois positive, parfois moins. C'est un portrait très réaliste, en fait, de ce que cette femme-là pense. Donc, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est pas non plus un film porno, là. C'est pas de la littérature érotique, là, c'est pas ça. C'est vraiment ce qu'elle vit, là. Puis, honnêtement, c'est le livre, c'est vraiment le livre coup de cœur que j'ai pour ce début d'année. Puis je vais probablement en reparler dans ma capsule du 12 août. Mais
Là, j'écoutais Josée parler tantôt, puis j'ai fait, attends, là, je suis allé voir, là, vous m'avez peut-être vu, là, je suis allé faire des recherches, tout ça. J'ai fait, hey, mais j'en ai un autre livre dont j'aimerais vous parler. Malheureusement, il n'est pas traduit encore. J'espère qu'il le sera. Et si vous pouvez le lire en anglais, je vous le recommande fortement. Ça s'appelle Monstrilio, ici. Ça a l'air de tout ça. Et c'est écrit par Gerardo Samano Cordova. Donc ça, ce livre-là, là, c'est très intéressant, c'est dark. Ça commence avec, en fait, il y a 4 narrateurs, c'est divisé en 4 parties, et il y a 4 narrateurs, et ça, c'est pas un punch ou une surprise, là. Les parties sont divisées comme ça, on voit non seulement qui est le narrateur, mais qui sera les prochains, donc on sait dans quoi on va. Et la première narratrice, c'est une mère qui... elle voit son enfant, son garçon de 11 ans, je pense, mourir. Donc, c'est le deuil de cette mère-là. Et dans une espèce de mouvement de folie, elle va prendre un morceau de son poumon, le garder dans un petit bocal, et elle va commencer à nourrir ce morceau de poumon-là. Et donc, ça commence, c'est ça, c'est une histoire d'horreur, mais ça commence vraiment, là, c'est hyper touchant. Cet auteur-là parle du deuil. Je ne sais pas s'il l'a vécu, mais il en parle d'une façon tellement crue, tellement réaliste. Là, on est dans la tête de cette pauvre madame-là. Et rapidement, on va donc tomber dans la folie de cette madame-là. Et la deuxième partie, c'est du point de vue de sa meilleure amie. La troisième partie, c'est du point de vue du père. Et la dernière partie, c'est du point de vue de Monstrilio, donc l'espèce de monstre qui va naître de cette chose-là. Wow. Et c'est vraiment fascinant, c'est très queer, ça n'a pas l'air, selon le synopsis, mais c'est vraiment très queer. Puis je ne dis pas comment ça arrive dans l'histoire, là, vous allez le voir, mais c'est ça, c'est vraiment très bon. La plume de cet auteur-là est extraordinaire, les 4 personnages ont vu leur réalité, à chacun, il n'y a pas de narrateur un peu tampon entre deux. Non, tout le monde a vraiment son importance, tout le monde a sa place, tout le monde a sa pièce dans le puzzle. Et ce qui commence par le deuil d'un enfant, éventuellement se transforme en deuil de ce qu'on voudrait pour notre enfant. Tu sais, le deuil d'avoir un enfant, j'ai envie de dire normal, d'un enfant, tu sais, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'imagine bien que quand on donne la vie, on espère des choses pour cet enfant-là, on espère qu'il soit heureux, qu'il se marie, peut-être que, tu sais, nécessairement, on n'impose pas, mais nécessairement, on a des souhaits pour cet enfant-là. Et c'est vrai, ça devient ça, en fait, ça devient le deuil de ces choses-là, de se dire, ben, mon enfant ne sera jamais ce que je souhaitais pour lui, tu sais. Fait que c'est bien intéressant. Wow. Puis s'il y a c'est un des livres là, que je recommanderais aux gens qui ne lisent pas nécessairement d'horreur, mais qui veulent comprendre pourquoi c'est bon l'horreur. C'est ça. C'est utiliser l'horreur pour faire comme métaphore pour parler de situations vraiment très réelles et importantes. C'est bien bon. C'est bien bon. Ça, c'est un petit livre qui avait été suggéré à ta librairie à Toronto, hein, c'est ça? Little Ghost, oui. C'est une petite librairie indépendante à Toronto qui est bien le fun. Et d'ailleurs, j'étais à Toronto la dernière fois qu'on s'est parlé dans ce podcast. Oui. Mais voilà, je suis revenu avec une valise pleine de livres. Wow! Et grâce à toi, je serai à Toronto. Oui, c'est vrai. Tu vas pas passer à la librairie. Sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, exactement. Tout est dans tout. C'est fascinant. Mais tu vas pas passer à la librairie, en tout cas. En tout cas, ça va être dans mon plan de match. Je t'enverrai l'adresse. Cool. Ben, merci pour ces 2 suggestions, Sylvain, pour tes 2 coups de cœur du début de l'année. Et MH, dis-moi. Alors, je me demandais justement, Sylvain, si ton livre, le livre dont tu viens de parler, il venait de là. Puis là, je cherchais le nom de la librairie. Je me rappelais plus si c'était Little Ghost. Mais, OK, intéressant à savoir. Alors, moi, mon coup de cœur de l'année, vous serez surpris d'apprendre que c'est 100 ans de solitude. Non, c'est pas vrai! C'est comme, elle n'a pas fait une critique assez raide là-dessus?
Ce sont des J'ai vécu facts. bien trop d'émotions en 3 secondes. Là. Non, en fait, j'ai fait beaucoup de bonnes lectures, je trouve, cette année. À date, ça se passe vraiment bien. Fait que je suis contente de mon année 2025 en termes de lecture jusqu'à maintenant. Mon mois de février, je pense que c'était mon meilleur mois de lecture depuis un maudit bout. Je pense que j'ai fait 3 lectures 5 étoiles. Fait que je vais vous parler. Une, c'est pas vrai. J'ai pas donné de note, mais à date, c'est mon meilleur livre de l'année. C'est Là où je me terre de Caroline Dawson, que j'ai lu de façon audio sur l'application audio de Radio-Canada. Puis c'était vraiment une expérience sensorielle incroyable. L'habillage sonore qu'ils ont mis dans la production du livre, c'était tellement bon. C'est comme, mettons, quand elle est en récréation, t'entends genre des petits en arrière pendant que la narratrice lit. C'était vraiment un récit touchant, j'ai trouvé, puis ça permet, mettons, nous qui habitons au Québec depuis Forever, de nous mettre un peu sans nous mettre dans la peau, mais de comprendre la réalité des personnes immigrantes et réfugiés, pardon. Donc, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Puis je suis contente de l'avoir lue de la manière que je l'ai lue. Fait que, il y a ça qui était, à date, ma meilleure lecture de l'année. Mais pour une lecture surprenante, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, que je comprends pas ce qui s'est passé parce que j'ai comme rien compris, mais de la meilleure manière possible. Puis j'étais comme, je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai tout. Fait que c'était agréable comme expérience. Puis ça m'a surpris parce que je pensais pas autant apprécier pour un livre que j'ai pas compris grand-chose au final. Peut-être plus tard dans ma vie, mais c'était bien plaisant. Merci pour ce partage. Puis c'est drôle parce que moi, je l'ai lu là où je me terre. Ça fait vraiment longtemps, là, probablement comme au début, lorsqu'il a été publié, là, ça doit bien faire... un bout, pareil. 5 ans. Au moins 5 ans, je pense. Ouais. Puis le relire aujourd'hui, je ne sais pas si ça résonnerait différemment pour moi parce qu'on accueille beaucoup d'enfants qui sont nouvellement immigrants. Là, moi, j'ai eu 2 nouvelles élèves en 1 mois. Puis il y en a une qui est arrivée du Cameroun genre 10 jours avant. Puis l'autre de la Syrie 10 jours avant. Puis il y en a une de ces élèves-là qui ne parle pas français. Puis tu sais, je faisais juste m'imaginer, là, ça fait 10 jours, tu es au Canada, tu as 5 ans. Ouais. Tu t'en vas dans une classe, tu comprends à rien du langage. Puis, tu sais, comme, la première journée, elle me disait des affaires, puis là, moi, j'étais comme... Tu sais, je comprends pas ce que tu me dis. Puis là, elle, tout ça est nouveau. Elle était jamais à l'école non plus de sa vie. Fait que, tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, je le vis de l'extérieur quand même, tu sais. Mais je la trouvais tellement bonne et résiliente et forte d'être là une journée complète dans le français. T'as 5 ans, t'as aucune idée de ce qui se passe, puis tu suis, tout le monde se met à courir. Elle se mettait à courir, tout le monde fait le travail. Elle fait le travail. C'est comme... J'étais fascinée par ça. Fait que ça résonnerait peut-être différemment aujourd'hui pour moi. Peut-être. Ouais. Fait que merci pour ce partage. Puis Audio, c'est une plateforme magnifique. Je l'aime. Je l'aime. Moi, je triche à ma propre... mon propre mandat aujourd'hui. Mais en fait, je veux vous parler d'une lecture, une de mes meilleures lectures, une lecture surprenante, mais je l'ai faite au mois d'avril, au début du mois d'avril, fait que c'est là que je triche. Mais j'avais juste vraiment trop envie d'en parler de ce livre-là, parce que il parle de ma nouvelle obsession, qui est l'intelligence artificielle. Ah oui. Ouais, c'est ma nouvelle obsession parce que moi, là, je suis encore dans les années 2000, OK? J'enseigne au préscolaire. J'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Je viens de comprendre que ça existe, puis l'ampleur que ça a. Là, genre que les gens à l'université ils utilisent ça pour faire leurs travaux, les gens du cégep aussi, que genre t'en as sur des couvertures de livres, qu'il y a des gens qui ont écrit des segments de livres avec l'intelligence artificielle. Puis là, tout ça m'angoisse énormément. Parce que il y a comme la dichotomie de genre, faut que je sache comment ça marche pour pas devenir genre complètement arriéré par rapport à tout le monde, tu sais, de pas rester dans mon époque puis de comme devenir contemporaine. Puis en même temps, on dirait que ça vient vraiment beaucoup me chercher dans mes valeurs de vieille conservatrice. Comme sur ce volet-là,
Pas pour les autres, là, mais tu sais, comme du fait que l'humain devrait créer ses choses par lui-même, puis que ça me fait vraiment peur, un ordinateur intelligent, ou tu sais, des affaires comme des films de Robocop, là, que leur intelligence devient plus intelligente. Moi, là, j'ai la chienne en ce moment. Fait que, tout ça pour dire que L'homme de trop d'Antoine Dion Ortega. Ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Tout au long de ma lecture, je l'ai ouvert, je l'ai fini. Je l'ai dévoré. Ça se lisait super bien. C'est l'histoire d'un gars qui voudrait être écrivain, mais il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien fini. Puis là, un beau jour, il y a une compagnie louche qui lui propose un roman déjà tout écrit par intelligence artificielle. Ils sont comme, fais juste dire que c'est toi, on est en train de mener une expérience, c'est all good, on te le donne. Fait que là, le gars, il est comme, ben, il lit, c'est vraiment super bon, il est comme, presque à perdre, pas grand-chose. Il s'en va cogner à des maisons d'édition, puis il est publié, c'est un méga hit. Mais le gars, il vit constamment avec la peur d'être démasqué, tu sais, parce que cette compagnie-là est un petit peu louche, puis il y a comme quelqu'un qui arrête pas de dire, genre, je sais ce que t'as fait, puis comme, je sais que c'est mal, puis tout ça, fait qu'il est comme, voyons, c'est qui ce gars-là, d'où est-ce qu'il sort, genre, y a-tu des fuites dans cette compagnie-là? Fait que, tu sais, c'est ça l'aspect thriller du livre. Et tout au long du livre, je l'ai adoré, je l'ai lu vraiment rapidement. Puis la fin, je ne veux pas vous en parler, forcément, mais la fin, sur le coup, je l'ai terminée, puis je trouvais que ça terminait vraiment vite. J'étais comme un peu insatisfaite. Mais la fin, elle n'arrête pas de m'obséder. À tous les jours de ma vie, depuis que j'ai terminé ce livre-là, je repense à la fin. Je suis comme... Oh! Ça fait l'effet inverse d'un livre que tu fermes, tu es comme « Oh my God! » Puis tu l'oublies. Lui, je l'ai fermé, j'étais comme « Je sais pas trop ce que j'en pense, mais je l'oublie pas. Ça m'obsède. » Fait que c'est une lecture vraiment marquante pour moi en ce moment. Je trouve que c'est énormément d'actualité. Puis je sais pas si j'aime ça ou pas, mais voilà ma lecture marquante du début d'année. J'ai triché un petit peu, là, mais voilà. Puis là, je sais pas si on peut se faire un quick turn de cette question-là. Patrick, il nous demande, il nous dit « La poésie de Poe m'a touché, Le Corbeau. Un livre vous a jamais fait pleurer un peu. » Est-ce que vous seriez capable de faire un rapid fire d'un livre qui vous a déjà fait pleurer? José, t'en as un? Ne suis jamais de l'âme sans gants. Oh, excusez. Ah oui, ah oui. Ben oui, classique. Oui. Moi, c'était un livre de nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt, puis il y avait une petite nouvelle très brève. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ça, j'étais dans un avion, là. Vraiment, c'est l'histoire d'une fille un peu limitée intellectuellement qui se fait abuser, puis oh my God, je pleurais dans l'avion, là. Ouf. Puis ne suis jamais de l'âme sans gants, c'est... Moi, je pense que c'est le premier jour du printemps de Nancy Tucker, je pense. La fin, là, je me souviens même plus de la fin aujourd'hui. Je pense que j'étais comme juste trop dans mon émotion. Puis il faudrait que je le relise, là. Mais c'était un livre assez rough. L'incipit de ce livre-là, hein? La première phrase, c'est... Ouais, c'était... Mais c'est une de mes meilleures lectures, ah, oui, je suis d'accord. Excellent livre. Ouais. Puis Duchesse de Chris Whittaker. Ça aussi, j'avais la fin, là, j'avais le goût de pitcher le livre au bout de mes bras. J'étais comme, non, fais-moi pas ça. Oh non! Toi, Sylvain, as-tu déjà pleuré? J'essaie de trouver un livre qui m'a fait pleurer. Peut-être le tome 1 de Malazan, mais c'est parce qu'il fait 1100 pages, puis à la fin, tu as les yeux secs. mais pour vrai, le pire, ça me fâche, parce que le pire, je me suis dit que... Je pense que Monstrilio, peut-être un peu, parce qu'il me semble qu'il y a un livre récemment que j'ai lu, puis j'étais comme... Est-ce que c'est des larmes que je sens dans mes yeux? Non, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu avant. Je pense bien que c'était là-dedans. Ouais. Oh mon Dieu, Sylvain. Moi, j'avoue que je suis pas une grande braillarde de livres, mais il y a un livre que je n'oublierai jamais la sensation que j'ai eue. C'est L'art d'écouter les battements de cœur de Hans Philipp Senker. La fin, là, j'ai
tellement eu mal, là. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement braillé ma vie. Je pense que j'ai jamais revécu ce sentiment-là. Je me souviens encore de la fin, puis je me souviens étrangement encore un petit peu de l'histoire, mais ouf, ouf, ouf. que d'émotions. Si je peux rajouter juste une petite chose. Oui? Non, ben, je pense pas que j'ai trouvé, mais je veux juste dire que je suis pas particulièrement froid. Non. Mais je suis pas particulièrement dur, là. C'est juste que honnêtement, le genre de livre qui fait pleurer, c'est pas nécessairement le genre de livre le genre de lecture que je recherche. Je sais qu'il y a des gens là, qui aiment ça, il y a des gens qui vont au cinéma pour pleurer. Moi, c'est pas nécessairement le genre de choses que je recherche, donc ça m'arrive rarement de me retrouver dans ces émotions-là. On n'a pas pensé que tu étais dur, Sylvain, t'inquiète. Non. T'es un tendre. C'est une épaule bienveillante. Oh. Moitié, on va dire. Laisse-moi mes illusions. D'accord. Non, attends, mais si tu veux parler de larmes, de chaudes larmes, la pièce que tu vas aller voir, d'ailleurs, c'est Cabaret que je suis allé voir à Toronto. Ça, j'ai pleuré tout le long. C'est ça, en fait. Moi, la musique me touche beaucoup, beaucoup plus que la lecture. Le livre. Ouais. C'est pas le médium qui te touche le plus. C'est correct. Ben, en tout cas, au niveau de la tristesse. On va y aller comme ça. Ben, merci beaucoup pour la conversation de ce soir. La prochaine fois qu'on va se retrouver, c'est le 15 mai. Donc, vous pouvez mettre ça à votre agenda. Puis, comme deuxième sujet, je vous le dis, on va parler d'intelligence artificielle dans les livres, sur les livres, parce que, c'est ma nouvelle obsession. Donc, merci d'avoir été avec nous en commentaire. Merci à ceux qui seront là dans le futur. Et merci, vous, mon cher panel de rêve. Puis, on vous dit à la prochaine. Ciao.